Merci à tous et à toutes et vraiment ravi d'être parmi vous. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est un peu comme un conte de fées. Bon, sauf que ça démarre très très mal. Non mais je préfère vous prévenir, hein, ça démarre vraiment très très mal. Quand je suis née, ma mère, psychiatriquement malade, père inconnu, sur décision de justice, je suis placée à la DAS, qui eux me placent dans une pouponnerie, puis ensuite dans une famille d'accueil, dans un village normand, pendant quelques années. Alors, pendant mon enfance, ce qui m'a sauvée, c'est les vaches. Quand j'allais chercher du lait à la ferme, j'adorais chanter des chansons aux vaches. Je vous assure. Bonjour les vaches, vous me reconnaissez? C'est moi, la petite Elina. Hier encore, j'ai joué au bois avec le grand monsieur. Il m'a donné plein beaucoup de bonbons, plein de caresses et tant de chatouilles. Mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très bien. À 14 ans, je suis exclue du système scolaire. Et oui, l'éducation nationale décrète que j'ai des problèmes psychomoteurs. J'ai tout fait, j'ai dit, mais je vous en prie, j'étais en seconde, je disais, mais laissez-moi redoubler, surtout que moi, je rêvais de faire des études. Parce que très vite, j'ai compris, dans cette famille d'accueil, où ils savaient à peine lire et écrire, où la culture n'existait pas, et chaque fois qu'il y avait des Parisiens qui venaient dans mon village, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont l'air intelligents, ces gens-là. Et je me suis dit, c'est les études qui vont me sauver. Bon, pas de chance, on m'exclut du système scolaire, et là, je commence mes fugues. De 14 ans à 18 ans, j'alterne les fugues et les foyers de l'institution. À 18 ans, le jour de mes 18 ans, je suis à la rue. Parce que, voilà, à la DAS, c'est comme ça pour beaucoup d'enfants qui sont placés. La majorité est un critère pour aller à la rue. Alors, pendant 1 an, j'ai fait ce qu'on appelle de la rue sèche. De 18 ans à 19 ans, eh bien, la rue sèche, c'est quoi? C'est aller au hasard des rues, au hasard des rencontres, et puis, à un moment donné, il faut trouver des techniques de survie. Alors moi, par exemple, je vais vous en citer quelques-unes, il y en avait une qui marchait à tous les coups. Je repérais une femme sympa, oui, parce que les femmes sont plus sympas que les hommes. Et je la regardais bien, et je prenais mon courage à 2 mains. Et je courais. Madame, on m'a volé mon sac, mon train, mes enfants m'attendent. Et hop, 10 €. Aussi, il faut savoir que du lundi au jeudi, dans les boîtes de nuit, c'est gratuit pour les filles. Mais attention, hein, moi j'allais dans les boîtes de nuit, c'était pas pour danser, hein, c'était pour dormir. Et puis vous imaginez bien que dans les boîtes de nuit, je rencontrais des hommes. Et donc, quand j'étais dans le caca, le vendredi, le samedi ou le dimanche, eh ben, j'appelais celui que j'avais rencontré le lundi ou le mardi ou le mercredi. Voilà. Et puis quand j'en avais marre de tout ça, je me remplissais de couches et je me faisais le plus moche possible et je me tapais les lignes de métro de bout en bout pour pas qu'on m'emmerde. Et ça marchait. Bref. Dans la rue, il faut savoir que j'ai continué, bien entendu, jusqu'à mes 19 ans, à faire ce que j'avais appris pendant toute mon enfance. Et puis tout ça, ça m'a valu à 19 ans une tutelle de juge, jusqu'à 21 ans. J'ai rencontré un juge qui m'a dit « Elina, on va s'occuper de toi, promis. Tu ne retournes plus dans la rue, mais à une seule condition, que tu ailles voir un psychiatre 2 fois par semaine. » Bon, j'avais pas trop le choix de toute façon. Mais aujourd'hui encore, je remercie ce juge pour enfants. Parce qu'il ne m'a pas donné le choix. Il m'a dit, c'est comme ça, point barre. Et grâce à lui, ça m'a recadré. J'ai
j'ai compris ce qu'était la notion de la loi, j'ai compris un peu mieux la société, j'ai compris que pour s'en sortir, eh ben, il fallait peut-être travailler, il fallait peut-être arrêter d'être victime, de dire toujours c'est la faute à l'autre. Et puis 21 ans arrivent, retour à la rue. Donc là, vaille que vaille, voilà, les centres d'urgence. Enfin bon, la rue, c'est tellement long à raconter. Bref, à 25 ans, dans toutes mes rencontres, je rencontre Marie Desplechin, qui à l'époque n'était absolument pas connue, qui cherchait une babysitter contre une chambre de bonne de 7 mètres carrés. Il n'y avait qu'un lavabo, mais moi, ça m'était égal. Le principal, c'est que j'avais un toit. Sauf qu'elle, elle savait pas que je me droguais, elle savait pas que je fréquentais des voyous, elle savait pas que j'étais dans plein de galères. Et puis un jour, elle a observé que l'aluminium disparaissait souvent. Et elle s'est renseignée, ils ont commencé à avoir des doutes sur moi. Et là, tout à coup, il m'est revenu l'histoire du contrat, ce que m'avait appris le juge. Et j'ai dit, écoute Marie, je te promets, je me drogue plus, mais en échange, tu me promets, je retourne pas à la rue. Elle me dit, d'accord, ok, si tu te drogues plus, tu iras plus dans la rue. Et là, j'arrête de me droguer. Et après, évidemment, j'ai déprimé, hein, je vais pas vous dire que c'était facile. Et là, je suis retournée chez le psychiatre. Donc, ça a duré bien 2 ans. À un moment donné, Marie Desplechin a déménagé, donc j'ai dû retourner dans la rue, je me suis retrouvée à l'Armée du Salut. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, mais marre de tout le temps être à la recherche d'un truc pour trouver un repas, de trouver un lit le soir, de trouver une fringue, de voler un rouge à lèvres dans un magasin pour être jolie, bref, j'en ai eu marre de tout ça. À 30 ans, je me dis, mais Elina, toi t'es vachement forte. Tu connais tout dans le social. Pourquoi tu pourrais pas être assistante sociale? Et là, je passe à un brevet d'État pour devenir assistante sociale. Et croyez-moi, j'étais convaincue que je serais la meilleure. Et suite à mon obtention de ce brevet d'État, je suis embauchée dans un centre qui accueille des jeunes filles de la rue issues entre 15 et 25 ans. Et là, me voilà en poste. Et un jour, la directrice dit, bon, écoutez, ce soir, cette jeune fille, elle a fait ses 4 jours, vous la remettez à la rue. Et moi, j'ai dit, non, il n'en est pas question. Hein. Moi, si je fais du social, c'est pour faire la révolution. Hein. C'est pas pour appliquer tout ce qu'on vous dit de faire. Hein. Et puis, je me suis battue contre l'institution. Puis un jour, on m'a dit, écoute, Elina, si t'es pas contente, démissionne. J'ai démissionné. Et à nouveau, je me retrouve à la rue. Parce que quand on démissionne, évidemment, on n'a le droit à rien. Et je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Et là, comme je connaissais quand même pas je connaissais pas de beaucoup de gens dans le milieu du social à 30 ans, je vais voir une femme qui s'occupait de femmes battues. Et je lui dis, écoute, moi je sais pas ce que je vais devenir. Hein. Voilà, là, t'as vu, j'ai tout fait pour m'en sortir, là. J'ai passé une formation, j'ai fait une remise à niveau en français, j'ai fait des cours de français et tout. Et elle me dit, écoute, Elina, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Alors je lui dis, j'aime bien chanter, j'aime bien les enfants, j'aime bien rigoler, j'aime bien m'occuper des autres, enfin bref. Et là, elle me dit, écoute, Elina, je connais un type qui veut faire un projet de réinsertion avec des SDF pour monter les bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot, mais avec des vrais SDF. Alors moi, évidemment, là, j'étais la bonne personne. Du coup, je suis allée chercher tous mes potes, je les ai tous présentés au metteur en scène, et le metteur en scène, il a dit, mais c'est génial, et il a dit banco. Et nous voilà partis sur un projet pendant 1 an, et le projet était partagé en 2. Le but, c'était de se réinsérer, et il y avait une autre partie, par le biais du théâtre, de créer cette pièce de théâtre, enfin de la jouer, de l'interpréter, puisque les bas-fonds de Maxime Gorky, pour ceux qui ne le savent pas, ça raconte la misère en Russie du 19e siècle. Et donc, nous voilà, donc là, faut vous imaginer, on est une trentaine de sans domicile fixe à bouger dans tous les sens. C'est un peu le boxon, je vous cache pas.
parce qu'on n'arrête pas de boire comme ça. Il faut savoir, par exemple, des fois, on arrivait complètement bourré aux répétitions, mais on voulait y arriver, parce qu'on se disait, pour une fois, on va nous regarder avec des yeux nouveaux, quoi, et on était fiers de se montrer sur scène. D'ailleurs, suite à ça, on a été médiatisé à travers le monde entier. Pour vous dire, j'ai eu un article en japonais. Non, mais c'est vrai, je ne vous mens pas. Et le but de cette opération, qui a duré quand même 1 an et demi, c'était que les gens qui viennent nous voir aient envie de nous tendre la main. Un logement, une chambre de bonne, un petit travail. Sauf que la presse, évidemment, au lieu de nous lever vers le haut, elle a pointé toutes les bêtises qu'on avait fait. Par exemple, je vous raconte, j'avais un pote qui avait fait 15 ans de prison pour braquage. Moi, ils avaient raconté tout ce qu'il fallait pas raconter, ça, que je m'étais droguée à la cocaïne, que je connaissais toutes les boîtes à partouze, que j'avais volé, enfin bref. C'est sûr, les gens n'allaient pas venir comme ça, venir nous voir pour nous faire confiance. Et pourtant, ils auraient pu, parce qu'on était en train de vouloir s'en sortir. Bon, bref. Janvier 99, le temps que tout ça soit digéré, la colère me vient. Et moi, j'ai toujours été révoltée par l'injustice. Je me dis, moi, je vais l'écrire, mon spectacle. Et je vais raconter l'humanité des sans-domicile fixe de l'intérieur. Je vais raconter un peu au monde qu'est-ce que ça veut dire être sans domicile fixe. Et j'ai mis 10 ans à écrire ce spectacle. Alors, comment j'ai fait pendant ces 10 ans? Parce que j'avais toujours pas de toit. Mais cette Marie Desplechin, qui avait été cette femme pour qui j'avais gardé ses enfants, entre-temps, elle avait fait un best-seller en racontant mon histoire. Et entre-temps, elle avait investi dans l'immobilier. Vous savez, les petites chambres de bonne à Paris, là, qu'on casse, et puis après, on fait des grands appartes. Mais ils étaient pourris, hein. Et moi, je lui dis, ah Marie, je t'en prie, laisse-moi louer. Elle me dit, écoute, Elina, tu vas pas vivre dans un taudis. Je dis, je m'en fous. Moi, le principal, c'était que j'avais un mur, et puis point barre. Et puis, il fallait que je monte ce projet. Alors, me voilà dans cette chambre de bonne. Allez, là, on va dire que je suis passé à 12 mètres carrés. Toujours sans lavabo, sans douche, mais je m'en foutais. J'avais qu'une envie dans ma tête, c'était d'aller au bout de mon projet. Pendant ces 10 ans, je me suis soignée, psychiatre, Léa, enfin, tous les docteurs qui existent, parce que vous savez que la rue, malheureusement, développe des maladies, la claustrophobie, l'agoraphobie, enfin bon, des crises de panique, enfin bref. Donc pendant 10 ans, je me suis soignée. Pendant 4 ans, soins intensifs pour mes dents. Et je suis très fière, je les ai payées toutes seules. Parce qu'à l'époque, j'étais au RMI. Et si je me faisais soigner avec l'argent de l'État, là, j'aurais des dents en ferraille. Il n'en était pas question. Donc j'ai dit, je vais me les payer toutes seules, mes dents. J'ai bouffé des patates tous les jours, mais mes dents, je les ai payées toutes seules. Parce que souvent, les gens, ils disent, oui, t'as vu, tout ce qu'on leur paye et tout, le social, le social, le social. Bon, en attendant, moi, heureusement que le social m'a un peu aidée, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis, pendant ces 10 ans aussi, j'ai créé mon association en 2008 qui s'appelle Cri d'éclat. Moi, j'ai dit, je vais faire du social à ma manière. Aujourd'hui, beaucoup d'associations comme les Restos du Cœur, Sœur Emmanuelle, Habitat Humaniste, l'Abbé Pierre, viennent vers moi pour qu'on travaille ensemble. Et ça, je trouve ça génial, puisqu'à un moment donné, j'étais la première à critiquer parfois leurs méthodes. 2011 arrive. Alors là, 2011, c'est génial. Enfin, j'ai mon premier appartement. À 44 ans, vous vous rendez compte, j'ai un vrai studio dans un HLM. Pour vous dire, c'est tellement difficile d'avoir son appartement. Eh bien, le matin, j'allais dans ma cuisine alors que j'avais une salle de bain. C'est pour vous montrer la difficulté de s'approprier un appartement. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, s'il n'y a que ça, je m'en sortirai. 2011, je dis, allez Elina, faut y aller maintenant, faut que tu présentes ton spectacle. Hein. Mais dans ma tête, ça pouvait intéresser que les travailleurs sociaux. Et puis, j'ai rappelé tous les journalistes qui m'avaient médiatisé en 98. Il y en a un qui est venu, un journaliste de Libération. Et il me dit, en sortant, il me dit, mais c'est génial Elina. Oh, il me dit, alors là, franchement, personne parle de l'humanité des sans-domicile fixe comme tu le fais. Ouais, je dis, c'est un peu normal, hein, je l'ai vécu quand même. Hein.
Et puis, il me dit, je te rappelle. Bon, je l'ai pas trop cru, je me suis dit, lui, il veut sûrement coucher avec moi. C'est ça, à la rue, hein. On développe un peu de paranoïa. Hein. Et puis, il est revenu, et il a fait mon portrait dans Libé. Et sachez que beaucoup d'artistes rêvent d'avoir leur portrait dans Libération. Suite à ça, Flammarion est venu vers moi. Ils m'ont dit, écoute Elina, on a vu ton spectacle, il faut que tu racontes ta vie. Donc en 2013, il y a aussi mon livre qui est sorti, Longtemps j'ai habité dehors. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai fait des conférences. Les sans domicile fixe m'ont beaucoup aussi écrit, appelé pour que j'aille les voir. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas, je suis fière de mon parcours, même si je ne suis pas toujours fière d'avoir fait des choses pour m'en sortir. Et aujourd'hui, souvent, en 2015, je pense souvent à mon ami La Fiole, qui me disait « Elena, faut pas rêver, hein. Quand on en a chié, on est toujours au bout du rouleau. Et au bout du rouleau, c'est forcément le carton. » Hey, il me disait ça, mon ami La Fiole. Eh ben moi, je dis, au contraire, faut rêver. Faut toujours aller au-delà du possible. Parce que chaque fois qu'on va au-delà du possible, on va toujours au bout de ses rêves. Merci.